Je me décale un peu, sinon je disparais derrière le pupitre. C'est pas très adapté pour les petits. Je vous remercie d'abord parce que 5 psychiatres d'affilée, il faut quand même être solide nerveusement, donc vous avez bien tenu. Et puis je vous remercie parce qu'effectivement, moi, cette histoire de collaboration entre psychiatrie et soins palliatifs, c'est quelque chose qui m'anime depuis un moment, puisque j'ai été interne à la fois en soins palliatifs et en psychiatrie. Donc c'est un sujet qui m'a beaucoup tenu à cœur, au point que j'y ai en partie consacré mon travail de thèse. Et donc, je suis assez contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Donc, mon travail de thèse, il a la particularité de porter sur nous, en fait, plutôt que de porter sur les patients. Il porte sur les soignants, sur nos difficultés et sur ce qu'on arrive à mettre en place ou pas quand on est face à ce genre de situation. Pour ça, en fait, j'ai interrogé les soignants. Donc, c'est vraiment le point de vue de certains soignants et que je vais vous présenter ici. Donc pour commencer en introduction, c'est des choses qui vous ont déjà été dites, hein, c'est que la santé physique des patients souffrant de schizophrénie a été quand même longtemps négligée, de par la séparation, on l'a dit, notamment géographique, entre les soins psychiatriques et puis les soins médicaux. C'est un enjeu de santé publique et il y a de plus en plus d'initiatives un peu partout pour de la prévention primaire, notamment sur le tabagisme, les exercices physiques, etc. En revanche, en fait, il y a très très peu de choses qui abordent la question des soins palliatifs pour ces patients, donc c'est pas mal qu'on puisse commencer. Et c'est un risque assez important pour eux, du coup, de rupture des soins à ce moment-là. Cette inégalité d'accès aux soins palliatifs, elle ne concerne pas que les patients schizophrènes. Et déjà, sur le territoire, il y a une inégalité. Je pense que vous devez en savoir un petit peu plus que moi là-dessus. Le contenu est assez inégal et puis le financement n'est pas à hauteur de ce qui est préconisé par les pouvoirs publics. Pour la schizophrénie, c'est d'autant plus vrai qu'ils ont une mortalité 2 à 3 fois plus élevée que la population générale. Et comme l'ont dit mes collègues ce matin, ils meurent globalement, en dehors du suicide et des accidents, des mêmes causes que les autres. Ils décèdent également en établissement de santé et plus souvent en maison de retraite médicalisée. Il y a quelques études de gens qui sont penchés sur la question de l'accès aux soins palliatifs des patients schizophrènes. Elles sont peu nombreuses et c'est déjà un peu le marqueur du fait que finalement, vu que ça n'intéresse pas des masses, on peut penser que c'est déjà le marqueur d'une inégalité d'accès aux soins. Et ces quelques études sont en faveur du fait qu'ils bénéficient moins des soins palliatifs que les autres patients. Les gens qui ont travaillé sur ce sujet-là, ils ont décrit différents facteurs qui concourent à cette inégalité d'accès aux soins, qu'ils séparent en 3 types de facteurs. Un type lié aux patients, qu'on peut se représenter assez bien, c'est le style de vie, les comorbidités, comment la pathologie psychiatrique leur rend plus difficile l'accès aux soins. Il y a ceux du système, on l'a dit, c'est-à-dire la séparation, les difficultés de communication, de faire passer d'un patient de la psychiatrie au somatique. Je pense que on a tout le temps des exemples, on a moult exemples dans les services de patients qu'on a du mal à adresser en médecine, qui nous sont renvoyés en disant qu'il va bien alors qu'il marchait le matin et qu'il ne marche plus. Enfin, voilà. Des choses comme ça. Mais il y a aussi un facteur qui est très important, qui est le facteur du soignant. En fait, nous, soignants, nous sommes un facteur qui peut concourir à une inégalité d'accès de soins et qui le regroupe sous la forme de stigmatisation. Et c'est à partir de là que j'ai voulu travailler sur ce sujet-là, parce que je trouvais que la stigmatisation, c'est un mot bien vague dans lequel on peut mettre énormément de choses. Et du coup, la question était plutôt de savoir finalement, c'est quoi nos difficultés, qu'est-ce que c'est nos difficultés pour les prendre en charge, ces patients schizophrènes en fin de vie, et qu'est-ce que finalement on peut améliorer. Donc les objectifs étaient de répondre à quelles sont nos difficultés, nos freins, comment on fait face à ces difficultés, est-ce qu'on a des attentes vis-à-vis de ça pour améliorer les choses. En quelques mots, je vous explique comment j'ai procédé, même si je ne veux pas vous barber avec ça, parce que c'est un peu technique. Mais en gros, j'ai recruté des soignants qui avaient fait face à cette situation-là, en milieu de soins palliatifs, en psychiatrie, dans différents lieux et différentes professions, de manière à essayer d'avoir un espèce de panel comme ça de témoignages de ce qu'ils avaient vécu, de comment ça s'était passé et de ce qu'ils avaient ressenti, eux. Et à partir de ces entretiens que j'ai retranscrits, je les ai analysés et j'en ai ressorti tous les thèmes qui me paraissaient soit les plus intéressants pour la problématique, soit qui revenaient le plus souvent. Et c'est ce travail-là que je vous présente du coup aujourd'hui. Donc les résultats, grosso modo, dans les entretiens, j'ai retrouvé exactement les mêmes choses qu'avaient décrit les auteurs, c'est-à-dire qu'effectivement, nos soignants disent il y a des choses qui sont liées à la situation du patient, il y a des choses qui sont liées aux soignants, et il y a des choses qui sont liées à l'institution. Mais au-delà de ça, en fait, il existe énormément de choses qui se jouent dans la relation patient-soignant, et aussi dans les relations entre soignants,
et notamment donc de la collaboration. Et c'est pour ça que ça paraissait intéressant de savoir un petit peu comment on collabore entre nous pour voir quelles sont les forces de notre collaboration, mais aussi finalement les difficultés que l'on peut avoir. Donc ça m'a amené du coup à développer 3 parties: la situation du patient et ses répercussions sur le soignant, le discours et le ressenti des soignants en différenciant les milieux d'exercice, parce que finalement c'est assez différent ce qui se passe pour les soignants en fonction du milieu d'exercice, et enfin comment on répond à ces difficultés. Donc une première partie qui est comment la situation clinique du patient schizophrène en fin de vie va se répercuter sur les soignants. Le premier grand thème qui avait été abordé par les participants, c'était le fait que c'est la question du consentement, et je crois qu'on l'a rappelé plusieurs fois, c'est un aspect central dans la gestion et dans la prise en charge de ces patients, et que les soignants mettent beaucoup en lien avec les troubles de la compréhension, et aussi avec un défaut d'information, comme le disaient certains collègues, que s'il y a une maladie psychiatrique, on a tendance à moins informer. Le poids des troubles cognitifs qu'on retrouve dans la schizophrénie sont finalement peu abordés en dehors du milieu psychiatrique, comme s'ils étaient assez méconnus finalement des autres services en soins généraux ou en soins palliatifs. Et enfin, ce qui était marquant, c'était que l'estimation de nos propres chances de guérison en tant que soignant va influencer notre tolérance d'un refus de soins. C'est-à-dire qu'on va trouver plus facilement délirant quelqu'un dont on estime qu'après une opération chirurgicale qu'il ne veut pas subir, et que nous on estime qu'il peut guérir, on va assez rapidement se dire mais est-ce qu'il est en état de consentir finalement? Est-ce que le psychiatre ne va pas nous dire que ce monsieur-là, qui ne veut pas se faire opérer, il n'est pas délirant? Donc finalement on a une grande part, nous, dans l'évaluation du consentement de nos patients, en disant ce patient est en état ou n'est pas en état de consentir, on a une autre part de nos propres représentations sur ce que c'est la guérison, ce que c'est la maladie, et on a moins le droit de refuser un soin si on considère si les médecins, les soignants considèrent qu'on peut en guérir. Ça m'a amené à discuter plusieurs points. Le premier, c'est que les soignants, d'une manière générale, on a une vision qui est positive du consentement. C'est-à-dire que pour nous, le consentement, c'est comprendre une information et avoir les capacités de raisonner à partir de celle-ci. Que les troubles cognitifs, qui sont très très présents dans la maladie schizophrénique, sont peu pris en considération au quotidien, même s'ils ont été très décrits. Et que donc il y a quelque chose à faire autour de l'information du patient, essayer de l'adapter en prenant en considération le profil un peu plus cognitif du patient de ce point de vue-là. Et ensuite, il y a la question peut-être de s'interroger sur des facteurs plus subjectifs, qui sont très très peu pris en compte dans les soignants, comme disait, les représentations du patient, son rapport au corps dont a parlé Madame Chastain, et aussi, comme je vous le disais, nos propres représentations à nous, finalement, notre influence est presque aussi grande que celle du patient. Actuellement, on a une vision du consentement qui va écarter le fait que dans tout acte de consentir, on est deux et qu'il y a une dimension relationnelle. C'est-à-dire que l'information que je présente, vous n'allez pas la prendre de la même manière selon comment je la présente, et moi, je ne vais pas la présenter de la même manière selon si je veux que vous acceptiez ou pas. Donc tout ça va faire qu'il y a une influence considérable sur ce qui peut se passer dans l'obtention du consentement d'un patient. Deuxième point qui avait été très abordé par les participants, c'est la relation du patient à sa maladie. Il faisait état d'un fréquent déni de la maladie somatique dans la schizophrénie, avec une prise de conscience de la proximité de la mort. Et comme on a pu un petit peu l'aborder, il y a souvent une atténuation, beaucoup de soignants ont repéré une atténuation des symptômes schizophréniques au moment de la fin de vie. Et ceci, paradoxalement, cette espèce de guérison de la maladie schizophrénique va beaucoup déstabiliser les soignants de psychiatrie, qui avaient une certaine forme d'habitude d'un patient et une certaine mode d'action avec lui, de répondre à certaines de ces sollicitations, et qui se déconstruit complètement, puisque le patient, tout d'un coup, va un peu plus guérir. On peut se demander, voilà, tout ça, ça avait déjà été décrit, et ça concorde avec les hypothèses de certains auteurs qui disent que finalement, la symptomatologie psychotique, c'est aussi peut-être en partie un système de défense contre l'angoisse de mort, et qu'avec la mort approchante, ceci viendrait se fixer. Ce qui veut dire, comme je vous le disais auparavant, que pour les soignants, notamment les soignants de psychiatrie, les techniques habituelles qu'ils ont de mise à distance de la folie, elles vont être inopérantes, puisque la symptomatologie du patient va disparaître, et alors il s'ensuit qu'on ne va pouvoir plus s'identifier. Ce qui est assez compliqué, quand on a eu l'habitude de mettre des distances par rapport à un patient schizophrène, de se retrouver avec un patient auquel on peut tout d'un coup s'identifier, et donc tout d'un coup éprouver presque sa mort, qui jusque-là était quelque chose de très inconnu pour le soignant de psychiatrie. Ça induit très souvent une forme de paralysie des soignants.
concernant la symptomatologie du patient, je crois que ce propos-là s'accorde bien avec le précédent, puisqu'en fait, on se rend compte que déjà, en soins palliatifs, on a tendance à prendre différemment en compte les symptômes par rapport à d'autres disciplines médicales, puisque il y a quand même beaucoup plus de tolérance en fonction de la question de la souffrance. C'est-à-dire qu'on va intervenir sur des symptômes qu'on considère être source de souffrance. Finalement, ceux qui sont moins considérés comme source de souffrance, on aura tendance à les tolérer. Et cette symptomatologie, finalement, du patient schizophrène en fin de vie, elle est assez peu spécifique. On l'a dit, l'agitation, c'est des choses qui sont gérées au quotidien, en delà de la maladie schizophrénique, l'angoisse également. Donc tout ça, c'est finalement assez peu spécifique. Ce qui est plus caractéristique de la situation de ces patients, c'est que la présence de la maladie schizophrénique va faire que le soignant se met à douter. Tous ces cadres habituels sont complètement perturbés. C'est ce que disait Madame Chastain par rapport à l'embolie pulmonaire, c'est-à-dire c'est comme si tout d'un coup, il devenait impossible de penser de la même manière que d'habitude parce que le patient présente une maladie schizophrénique. Pas parce qu'il a des symptômes différents, mais parce qu'on sait qu'il est particulier, qu'il a cette particularité-là, et qu'on se met donc à douter de ce qu'on peut interpréter chez lui. Ça, c'est notamment la discordance, la question de la discordance du patient schizophrène qui va poser problème aux équipes. Donc ça a été abordé par à peu près tous les participants, et puis j'ai essayé de comprendre ce qui se passait selon les milieux d'exercice, parce que je me suis rendu compte assez vite que finalement, on n'est pas soignant exactement pareil en soins généraux, en soins palliatifs ou en psychiatrie. Alors du coup, ça m'a amené à faire des petits états des lieux pour chaque milieu. Vous allez voir, c'est un peu caricatural, il ne faut pas m'en vouloir, c'est forcément faux quand c'est un peu caricatural, mais c'est pour illustrer un peu comment la situation de ces patients-là peut mettre chacun en difficulté. Donc en soins généraux, il y a quand même une logique curative qui est prédominante. Le soin technique est plutôt valorisé, et en plus il est plutôt valorisé aussi par l'institution qui a tendance à préférer qu'on cote des actes plutôt que coter des entretiens avec les patients. Cette évolution institutionnelle, le manque de temps et l'épuisement des équipes a tendance à provoquer une forme d'abandon parfois de la dimension relationnelle du soin dans les soins généraux. Et la deuxième chose qui avait été très rapportée par les équipes, c'était que les patients qui ont des antécédents psychiatriques et les patients schizophrènes, ils ont tendance à faire l'objet soit d'un évitement, on évite de rentrer dans leur chambre, d'un rejet parfois, ou au contraire d'une toute-puissance, ou en tout cas quelque chose de très paternaliste. Du coup, le patient schizophrène en soins généraux, voilà, vraiment pas de bol, il est doublement palliatif. Alors, sur la schizophrénie pour nos collègues de soins généraux, et puis sur la fin de vie. En plus de ça, il n'est jamais neutre sur le plan relationnel, c'est-à-dire qu'on attend plutôt un patient qui est combatif et silencieux, etc. Et on se retrouve avec un patient qui peut être hyper sollicitant, qui peut avoir des éléments de persécution, et qui peut au contraire manquer de combativité. Dans tous les cas, il n'est jamais vraiment conforme à ce que les soignants des soins généraux vont attendre d'un patient. Et cette chose-là va créer une tendance à instaurer de la distance, cette distance qui a des raisons, je l'ai dit, en termes de manque de temps et d'épuisement, mais aussi pour se prémunir d'une forme de contagion de la maladie mentale. Même si on sait, en fait, au plus profond de nous que ce n'est pas contagieux, il n'empêche que dans certains milieux, on va avoir cette peur-là, ou de la dangerosité, ou de la contagion vis-à-vis de ces patients. Ceci nous amener que, en tout cas, avec les entretiens que j'ai menés, c'est très compliqué pour les soins généraux actuellement d'accueillir ces patients qui souffrent de schizophrénie en fin de vie, déjà par le manque de temps, le manque de moyens, puis le manque de formation. En soins palliatifs, ce que j'ai pu remarquer au cours des entretiens, c'est que donc il y a quand même un engagement relationnel qui est considéré comme nécessaire à la pratique du soin. Et une aspiration des soignants pour éradiquer la souffrance. J'ai remarqué aussi un sentiment plus grand de responsabilité du soignant du fait de la proximité de la mort, comme l'action soignante peut se doubler d'un risque de mort, on avait une plus grande responsabilité vis-à-vis de la décision que l'on prend finalement. Et enfin, il y avait une tendance à vouloir maîtriser les conditions de la mort et une valorisation de la subjectivité du malade. Le patient schizophrène, là aussi, il est très compliqué finalement en soins palliatifs parce que si l'engagement relationnel est nécessaire, ça veut dire qu'on est obligé de s'engager relationnellement avec lui. Et là, ça induit un risque de contagion, ou en tout cas de danger pour le soignant, qui n'est pas habitué à la question de la maladie mentale, qui est très compliqué, puisqu'il faut à la fois se protéger, mais sans avoir les connaissances forcément de se protéger, et tout en s'engageant auprès du patient.
Ensuite, je l'ai dit, il y a un sentiment d'impuissance assez important, un sentiment de doute qui va à l'encontre de la tentative de maîtrise qu'on a, une tentative de maîtrise de la souffrance. Ce qui induit chez les soignants presque une peur de leur propre nocivité, en se disant, ce patient qui m'est si étranger, il m'est si étrange, quoi, si je décide quelque chose, ça va, avec des vécus presque catastrophiques, il va décompenser sur le plan psychiatrique, si je mets telle molécule, ben, peut-être que lui, il va en mourir, etc. Donc il y a une espèce d'arrière-pensée chez nos soignants de se dire, est-ce que je ne vais pas être nocif? Et ça, c'est quand même assez terrible, dans un milieu où le but, c'est quand même plutôt de soulager les souffrances, de se retrouver à avoir l'impression que c'est nous-mêmes qui allons en provoquer. De la même manière, la question de la mort intervient de la même manière. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on est face à un patient qui souffre de schizophrénie en fin de vie, le spectre de la mort est plus présent chez les soignants en disant « mais comme je ne connais pas ces traitements, comme je ne connais pas cette personne, comme elle m'est étrangère, est-ce que ce que je vais faire pour lui ne va pas le faire mourir ?» Et le soignant devenant, lui, presque euthanasiant malgré lui. Le dernier point que je trouve qui est assez important, c'est la question qui va avec la question de la douleur, c'est la trahison de la parole du patient. L'exemple typique, c'est la douleur. C'est le patient qui montre qu'il a mal, ou en tout cas les soignants qui ont l'habitude de la douleur vont le trouver figé, vont le trouver compliqué, ils vont le trouver mal, et le patient leur dit « je n'ai pas mal ». Et alors là, c'est le dilemme total, parce que soit on respecte, qu'est-ce qu'on fait? On respecte la subjectivité, c'est-à-dire la parole du patient qui est si importante en soins palliatifs, et du coup on ne traite pas alors qu'on est convaincu que le patient a mal, ou alors on le traite pour apaiser les souffrances, tout en disant qu'on va à l'encontre de ce qu'il nous dit. C'est quand même assez compliqué. Donc tout ça pour vous montrer que c'est la logique presque des soins palliatifs que le patient schizophrène en fin de vie va venir un peu bousculer. Et en psychiatrie, ben c'est pareil. Différemment, mais c'est pareil, on va dire. Parce qu'en psychiatrie, finalement, la mort, on l'a vu avec la question du suicide, je crois, elle est en rupture avec l'accompagnement psychiatrique. C'est-à-dire qu'en milieu psychiatrique, la mort, c'est pas quelque chose d'envisageable. C'est un combat du quotidien, puisque on lutte contre le suicide, on lutte contre les symptômes négatifs de la schizophrénie, et tout ça au travers d'une conception assez relationnelle du soin. Du coup, avec une tendance peut-être à avoir une toute-puissance ou un déni ou un évitement de la mort quand on choisit de devenir psychiatre. Alors le patient schizophrène qui devient en fin de vie du fait d'une autre maladie, c'est assez compliqué également, puisque si on arrête le lien avec lui, on rompt notre accompagnement psychiatrique qui fait la nature de notre travail. La philosophie du secteur, on continue la continuité des soins, le lien. Si par contre on l'accompagne dans la fin de vie, il faudrait accepter que la mort, contre laquelle on a toujours lutté, il faudrait y faire face enfin, alors que jusque-là on s'était un peu débrouillé quand même pour l'éviter. Donc tout ça, ça rend les choses plus compliquées. Je vous disais aussi que le fait de pouvoir s'identifier de manière plus importante à un patient qu'on avait jusque-là plus ou moins tenu à distance, c'est assez complexe. Et c'est d'autant plus complexe que pour certains nombres de ces patients, c'est des patients qui sont suivis depuis tellement longtemps que le rôle du soignant de psychiatrie est beaucoup plus ambivalent qu'il ne le dit. On n'est pas sur quelqu'un qui est seulement professionnel. Quand on a accompagné quelqu'un sur 20 ans de sa vie, il se développe des liens qui sont autres que professionnels. Et cette ambivalence-là fait que la mort de ce patient, c'est plus une mort d'un patient qu'on a investi professionnellement, c'est la mort d'un patient qui partage une vie institutionnelle avec nous, donc qui rend les choses beaucoup plus intimes au sein du milieu professionnel finalement. Et ce rôle-là est assez ambivalent puisqu'il est entretenu par les autres patients et les autres professionnels. C'est-à-dire qu'on va demander à l'équipe de psychiatrie de témoigner de qui est le patient, de qui il a été, de ce qu'il aime, ce qui est assez normal puisque eux peuvent le dire. Mais ça les met également dans une place de famille qui, du coup, les rend un peu impuissants à essayer de voir est-ce que je suis professionnel, est-ce que je suis famille, est-ce que je suis les deux. C'est assez compliqué. Donc pour résumer un peu ça, c'est l'idée que finalement le vécu des soignants, cette double confrontation à la mort et à la folie pour les patients schizophrènes en fin de vie, elle remet en cause une co-construction. C'est-à-dire qu'on n'est pas, comme je vous disais, je crois qu'on n'est pas tout à fait soignant par hasard, on est encore moins soignant d'une discipline par hasard. Et du coup, les savoirs, cette situation-là va remettre en cause les savoirs du soignant, sa conception du soin, son identité professionnelle et voire même finalement ses défenses psychiques contre la mort, contre la folie. C'est une citation de Freud qui illustre bien ce propos-là, qui dit « Le désarroi et la paralysie de nos capacités dont nous souffrons actuellement sont essentiellement déterminés par le fait que nous ne pouvons plus conserver notre ancienne attitude envers la mort et que nous n'en avons pas trouvé de nouvelles. »
Je vais passer assez vite du coup sur les réponses soignantes, mais vous allez voir, c'est plus simple. C'est ce que nos soignants, finalement, face à cette difficulté, ont mis en place. Ils disent que le savoir théorique, c'est important, ça permet de se rassurer, mais que c'est limité, qu'il faut aussi pouvoir échanger les savoirs issus de l'expérience. Et ces savoirs issus de l'expérience, qui sont très importants, ils sont quand même moins échangés entre les disciplines. Je crois que c'est quand même encore, et c'est un peu le cas aussi aujourd'hui, c'est encore souvent du médecin, voire du psychologue, vers les infirmiers, et qu'il y a finalement assez peu, et aides-soignants, et il y a finalement assez peu de savoir échangé entre les professions, par exemple des infirmiers de soins palliatifs et des infirmiers de psychiatrie, alors que leur savoir échangé pourrait être beaucoup plus, ou tout autant en tout cas, pertinent pour eux. Pour la formation, on dit que c'est une attente, la douleur dans la psychose, la fin de vie en psychiatrie. Je crois que s'il y a cette journée, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une attente qui est là. Je pense qu'il y a des axes qui seraient à envisager, qui sont les troubles cognitifs, parce qu'ils sont assez peu connus finalement en dehors du milieu de la psychiatrie, et la question de la dangerosité, parce qu'elle participe beaucoup à la stigmatisation de ces patients. La collaboration, elle est une évidence pour tout le monde, elle rassure, elle permet de renforcer l'évaluation, de légitimer la prise de décision, mais en pratique, elle est pas si évidente que ça, parce que même si elle est l'occasion de négocier un peu les champs d'intervention de chacun en fonction des compétences, et elle s'articule souvent autour des symptômes du patient. Ce qui donne en fait dans les faits une intervention qui devrait pouvoir se faire avec la poursuite du lien thérapeutique, la formation des autres équipes, on l'a dit, le rôle familial, donc de témoigner de qui est le patient, et l'expertise sur la dangerosité, les soins sans consentement, les traitements. Et dans les faits, en tout cas sur le milieu dans lequel j'ai travaillé, c'est-à-dire le CHU de Brest, on voit que c'est le modèle de l'expertise qui prédomine. Et ce modèle, il a des risques. Il a le risque de se désengager au prétexte d'un manque de compétences. C'est toujours plutôt facile de dire que c'est aux autres de faire quand les choses sont emmêlées. Et en plus, il a tendance à exclure les demandes implicites. C'est-à-dire que là, actuellement, par exemple, si on parle du CHU de Brest, les demandes d'intervention sont faites par les soignants au motif d'un symptôme le plus souvent, assez peu pour d'autres raisons. Donc ce qui fait que ça nous empêche de réfléchir à tout ça, à tout ce que vivent les soignants, qui ne sont pas liés à un symptôme finalement de l'agitation, de la douleur. C'est peut-être des prétextes pour appeler la psychiatrie, mais il y a peut-être d'autres problèmes plus profonds dans ce que vivent les équipes au quotidien. Donc ceci revient quand même à donner une réponse médicale à un symptôme qui en fait peut ne pas être l'enjeu véritable. Donc les perspectives, ce serait d'avoir du temps, de se donner du temps pour penser comment collaborer, cerner les enjeux de la demande et déterminer l'information à délivrer. Rapidement, je ne vais pas vous le développer plus que ça, mais ce qui a été montré par les soignants que j'ai interrogés, c'est qu'à chaque fois que les choses avaient été pensées en amont et ensemble, ça permettait aux équipes déjà de se rassurer, les liens étaient déjà faits, il n'y avait pas de négociation en urgence des rôles de chacun, et que du coup, ça permettait de plus s'impliquer dans la prise en charge. Enfin, un aspect très important que j'ai retrouvé dans mon travail, c'est la question de la pratique réflexive, c'est-à-dire un moment pour les soignants de pouvoir penser ce qu'ils font et de pouvoir revenir sur ce qu'ils font. Et ça, c'est quelque chose qui émerge en soins palliatifs au travers des groupes de parole que l'on voit, je pense que les psychologues des soins palliatifs portent volontiers. C'est des choses qu'on ne voit quasiment pas en soins généraux, par manque de temps et absence de supervision, et qui est quand même plus rare en psychiatrie, parce que les temps de synthèse se font plus volontiers sur des situations complexes de gens qui sont en cours de traitement, plutôt que sur des situations de fin de vie de nos patients bien connus. Donc, à mon avis, l'une des pistes d'amélioration, c'est vraiment de se battre pour aménager ces espaces et d'identifier pour les équipes la personne avec qui elles pourraient faire ce travail. Donc voilà, rapidement, les limites de cette recherche, c'est que ça s'est passé, donc c'est le témoignage d'une quinzaine de soignants. Donc évidemment, ça ne peut pas rendre état de tout ce qui se passe en maison de retraite, tout est envisageable. Mais en tout cas, ça permettait de faire le point sur cette situation-là. Donc peut-être pour résumer, je dirais que la particularité de ces prises en charge, c'est la mise à l'épreuve de toutes les logiques de soins, de l'identité professionnelle des soignants et par là même de leur défense psychique. Ceci va engendrer parfois une paralysie et des contre-attitudes, et qu'il y a des solutions quand même qui sont déjà mises en place et qui peuvent être encore plus exploitées, qui est évidemment une formation théorique mieux ciblée, la collaboration qui serait mieux pensée et pas seulement sur le mode de l'expertise, l'élaboration d'un projet de soins assez vite finalement, pensé par tous les intervenants, et la mise en place d'espaces et de temps d'expression pour les soignants qui sont amenés à prendre en charge ces situations. Pour terminer, je dis que dans ce que j'ai pu voir comme situation, tout était possible, tout a été fait.
des gens qui sont décédés en hôpital psychiatrique, à domicile, en soins palliatifs. Je crois que la créativité, il y a de la créativité là qu'il faut la garder parce que tout est possible, mais à condition de pouvoir le penser ensemble et de s'accorder le temps de le faire. Merci de votre attention.